pour cette première visioconférence sur le thème autour des précurseurs de la nouvelle qualité. Alors, l'idée, c'est de vous présenter un peu des nouvelles idées, des nouvelles façons de penser et d'aborder peut-être différemment la qualité dans vos organisations. Donc, je vais vous présenter un certain nombre de principes qui vont prendre une bonne partie de cette conférence. On fera des petites pauses questions avec converser sur la droite, hein, parce que là, pour moi, c'est un peu compliqué parce que j'ai l'impression de me parler à moi-même. Donc, c'est une première. Donc, il faut aussi que je suis en mode d'apprentissage. Mais on ne va pas hésiter à converser. Vous avez également en bas de votre écran la possibilité de mettre des petites réactions, des petits points levés si vous aimez. Ça peut être sympa aussi. Ça encourage aussi, ça m'encourage dans cette première expérience. Voilà. Donc, on s'est donné 1 heure, 10 heures à 11 heures. Donc, je vais essayer vraiment de respecter le timing parce que c'est important aussi d'être rigoureux, hein. Moi, c'est souvent un paradoxe que j'aime bien utiliser, c'est de dire aujourd'hui, on parle de plus en plus d'agilité dans les organisations, mais cette agilité, elle est possible à partir du moment où on a une certaine rigueur dans dans cette façon d'aborder les choses. Voilà. Donc, comme nous sommes à peu près un petit peu une quinzaine, je vous propose de partager l'écran et puis on va laisser arriver doucement les autres personnes. Voilà. Donc là, je partage mon écran. Voilà. Donc aujourd'hui, l'idée est de partager sur les secrets de la réussite des précurseurs de la nouvelle qualité. Alors les précurseurs de la nouvelle qualité, c'est l'idée, on en parlera plutôt en fin de séance, de créer une communauté, un petit peu des gens qui pensent et qui ont envie d'aborder autrement la qualité, c'est-à-dire vraiment d'aborder la qualité avec, tout en conservant la norme ISO 9001 qui est une base, hein, qui est une très bonne base, mais en disant peut-être qu'on peut changer les choses et changer son état d'esprit autour de ça. Alors, la première question, c'est de se dire pourquoi changer finalement. Est-ce que on ne pourrait pas se dire ça marche depuis des années, tout est parfait, alors pourquoi engager une démarche de changement autour de cette qualité? Alors, la première raison, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, tout va toujours plus vite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aborder les choses de la même façon aujourd'hui que l'on faisait hier ou avant-hier. Le rythme du changement est tel dans les organisations, ça aujourd'hui c'est une évidence, qu'on ne peut pas traiter le temps de la même façon aujourd'hui qu'on le faisait hier. Et les managers qualité ou les responsables qualité ne sont pas épargnés par cette recherche du temps. Aujourd'hui, on le voit bien, moi, ça fait plus de 25 ans que je travaille et que je suis en contact avec des managers qualité. Aujourd'hui, on voit bien que c'est une population qui est très occupée, préoccupée, qui a beaucoup de projets et que pour gérer tous ces projets ou pour gérer toutes ces choses à faire, il est important d'avoir une relation avec le temps qui peut être différente. Si on ne traite pas aujourd'hui, ou si on traite aujourd'hui le temps de la même façon qu'hier, cela peut entraîner ou peut avoir des conséquences importantes. Et généralement, ça peut se traduire, c'est ce qu'on trouve dans des organisations un peu sous forme de burn-out. Donc tout ça pour dire que le système qualité que vous pilotez doit être en lien avec cet enjeu du temps et qui doit être en phase avec cette capacité à être adapté à ce temps-là. Alors un point aussi qui me paraît important, c'est le fait d'avoir toujours plus d'informations à traiter. Ça, vous l'avez tous vu, et ce fait d'avoir toujours plus d'informations à traiter, je pense qu'il est important de sortir de la logique du tout artisanal pour traiter l'information. Ce que j'appelle le tout artisanal, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de systèmes qualité qui ont été construits en mode, ce que j'appelle en mode bureautique. Le mode bureautique, c'est Excel, Word, PowerPoint et surtout le mail. Donc aujourd'hui, dans l'ère d'information dans laquelle on se trouve, il est important de se poser des questions sur son mode de traitement de l'information. On ne peut plus aujourd'hui travailler de la même façon qu'on travaillait hier. Si on travaille avec ce flux d'informations qui nous arrive par mail, ça peut être très compliqué à gérer parce que tous ces mails qui arrivent, c'est une masse d'informations quotidiennes qui nous arrivent et ce mail, il faut le traiter, il faut le classer, il y a des tâches à faire. Donc aujourd'hui, le mail reste un bon outil, hein, un très bon outil pour gérer de l'information face à face dans un cadre
bien définie, mais à partir du moment où on l'utilise pour informer la terre entière, alors ce que je l'appelle la terre entière, c'est les CC ou pire les CCI que l'on met dans ces mails, hein, c'est-à-dire j'envoie un mail à 50 personnes pour envoyer de l'information. Aujourd'hui, ce n'est plus le bon canal. Ce n'est plus le bon canal et on le verra un peu plus loin. C'est pour cette raison qu'il faut passer d'une ère de l'informatisation à une ère de la digitalisation, en utilisant de plus en plus de plateformes qui vont nous permettre de traiter plus rapidement l'information. Et ça, le manager qualité, c'est un point clé aussi dans son approche et qui ne doit plus être un artisan dans le traitement de l'information, mais il doit être très rapidement, j'allais dire, passer dans l'ère industrielle du traitement de l'information. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut sortir de la logique aussi d'épargnant de l'information. On a souvent été accoutumé à épargner de l'information. Alors épargner de l'information, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben, je fais mes petits tas d'informations, hein, je stocke mon information et puis une fois par mois ou une fois par trimestre, je sors cette information que j'ai soigneusement stockée, hein, que j'ai épargnée pour la mettre à disposition d'autres collaborateurs. Ça, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible d'avoir ces stocks d'informations. Il faut arriver à fluidifier de plus en plus l'information. Moi, j'ai la chance et le plaisir de travailler dans des sociétés, alors j'aime pas utiliser le terme start-up parce que c'est pas forcément des start-up, mais des sociétés en fort développement, ou on va dire des sociétés qui sont vraiment dans des nouvelles formes de management. Eh ben, je peux vous assurer que dans ces sociétés, en tous les cas, il y a quelque chose qui est remarquable et qui est aussi déstabilisant, c'est leur capacité à traiter de l'information et de traiter rapidement cette information. Ils sont interconnectés, alors bien entendu pendant les heures de travail, mais même aussi parfois en dehors, mais ils sont interconnectés et ils échangent très rapidement l'information. Euh, il y a quelques années, quelques années, ça remonte, hein, je dirais, il y a 15 ou 20 ans, moi, quand j'étais déjà en activité professionnelle, je me souviens à cette époque, on disait bah, c'est dans l'ère professionnelle, donc dans l'ère professionnelle, c'est dans son espace de travail, c'est ici que j'ai le meilleur outil, je vais avoir un ordinateur, je vais avoir les meilleurs outils. Puis quand je rentre chez moi le soir, eh ben, je vais me retrouver avec, à l'époque, avec mon Minitel pour échanger. Ça veut dire que la sphère professionnelle, en termes d'information et d'informatisation, était largement en avance sur la sphère privée. Ben ça, cette époque, pour moi, est totalement révolue. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est vraiment la sphère, j'allais dire, privée, la sphère civile qui est largement en avance sur la sphère professionnelle. Je vais simplement prendre un exemple. Hein. Si vous avez des enfants, des ados, aujourd'hui, si vous voulez avoir une certitude de ne pas avoir une réponse à l'une de vos demandes, la meilleure façon de procéder, c'est de leur envoyer un mail. Là, si vous leur envoyez un mail, vous êtes quasiment sûr de ne pas avoir de réponse. Par contre, si vous leur utilisez Snapchat, si vous êtes sur WhatsApp, si vous êtes sur Facebook, sur Messenger, et ben là, si vous communiquez avec le canal qu'ils utilisent, et ben vous avez de fortes chances d'avoir une réponse. Alors, c'est certes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le mode de traitement de l'information, avec ces nouvelles générations, il sera de plus en plus actif, il sera de plus en plus fluide, il sera de plus en plus important et on pourra de moins en moins stocker cette information. Donc, je pense, et ça sera à débattre, que ce mode de traitement de l'information que j'appelle artisanal, je pense que dans quelques années, quand on regardera le mail, cela paraîtra un peu la période de la préhistoire. Aujourd'hui, on va traiter différemment ou demain, on traitera de plus en plus différemment cette information avec des plateformes, des réseaux sociaux d'entreprise. Hein. Je parlais de Facebook dans la sphère privée. Demain, vous aurez ce qu'on appelle des RSE, mais des réseaux sociaux d'entreprise. Il y en a de plus en plus hein, qui se propagent. Il y a par exemple Yammer, il y a Teams, on en parlera un petit peu plus loin. Vous avez Slack aussi. Donc, tous des nouveaux systèmes qui feront qu'aujourd'hui, on ne peut plus, on n'épargnera plus l'information de la même façon qu'hier. Donc ça, c'est le deuxième point sur le contexte très important. Pour être un précurseur de la nouvelle qualité, il faudra également avoir cette sensibilité digitale ou en tout cas cette sensibilité de porter différemment l'information. Troisième point, toujours dans le contexte qui me paraît important,
c'est d'avoir toujours plus de travail. Donc ça, c'est une certitude, hein. Le travail quotidien aujourd'hui, et je parle notamment des managers qualité ou ceux qui sont dans ces domaines-là, il y a un travail qui est énorme parce qu'il y a plus en plus de choses à faire, il y a plus en plus de normes, il y a plus en plus de, heu de réglementation, pardon. Voilà, il y a toujours plus de choses qui arrivent, de projets à porter. Donc avec une telle situation, eh ben, cela laisse peu de temps ou peu de place à porter de nouveaux projets. Alors, ce que j'appelle des nouveaux projets, c'est vraiment des nouveaux projets à valeur ajoutée, des nouveaux projets de réflexion, de nouveaux projets pour penser différemment. Et dans un système qualité, il y en a plein, hein. Tiens, j'aimerais bien refondre complètement ma revue de direction, de faire quelque chose de totalement différent. Chaque année, ça, je suis certain que chaque année, vous vous dites, bah, l'année prochaine, je ferai différemment. Et puis, quand arrive l'année prochaine, bah, vous n'avez pas eu le temps de faire différemment. Et généralement, ce qui se passe, eh ben, c'est on reprend la revue de direction de l'année dernière, on rajoute 2 ou 3 slides ou on supprime 2 ou 3 slides et heu à partir de là, on reproduit ce que l'on a fait les années précédentes parce qu'on a généralement peu de temps. Donc ça veut dire que si on veut être un précurseur de la nouvelle qualité, de toute façon, je pense qu'il y a un point clé, c'est qu'il faut se laisser du temps de réflexion, du temps comme vous l'accordez aujourd'hui en participant à cette visio pour faire les choses autrement. Si on est dans le cycle quotidien, on est dans l'action, on est dans la réalisation, c'est très bien, mais si on n'a pas de soupape, d'évasion, de moments de réflexion, et ben le quotidien étouffe, le quotidien va prendre le dessus et on n'aura pas ce temps de réflexion et là, on peut être en danger. Je pense que tout manager qualité peut être en danger à partir du moment où il n'a plus le temps de regarder ce qui se passe et ce qui se passe dehors et pour aborder différemment les choses. Alors, tout ça, on est sur des concepts assez génériques. Je voulais juste terminer cette partie concept et puis après, on regardera un petit peu sur les questions. C'est simplement évoquer le cycle de vie d'une démarche de certification. Alors, pour ceux qui ont fait quelques études dans le marketing, on parle de cycle de vie d'un produit, hein. Je pense que le cycle de vie d'une démarche de certification existe, hein. Donc, que j'ai mis sur deux axes. Le premier axe, c'est un axe de progrès, c'est-à-dire la valeur ajoutée que cela apporte. Et le deuxième axe, qui est plus au niveau du temps. Je pense qu'une démarche de certification, lorsque surtout on la met en place, donc c'est mon petit trait vert, et ben, généralement, cela mobilise les équipes. C'est-à-dire que le manager qualité, là, il est dans une position plutôt confortable parce qu'il y a un véritable challenge, parce qu'on lui alloue les ressources nécessaires, alors les ressources de temps, les ressources de priorité, les ressources d'intérêt, mais en tous les cas, généralement, il a plein de choses qui lui arrivent. Jusqu'à la certification. Donc, c'est mon petit point 2 dans mon schéma. Après cette certification, c'est là que les choses généralement se compliquent parce que l'entreprise retrouve ses réalités. On a moins de temps de faire les choses. Euh, on a obtenu finalement son diplôme et puis on s'est rendu compte que les fantasmes que l'on avait autour de ça, bah, finalement, bah, c'est pas peut-être aussi compliqué qu'on l'imaginait ou c'est pas aussi difficile que ça. Donc, on a eu son examen. Donc après, on est plutôt dans une logique de rituel. Donc, ce que l'on aimerait, bah, c'est cette flèche verte, c'est d'arriver à maintenir ce même rythme et ce même dynamisme. Ça, c'est difficile. Ce qu'on a le plus souvent, c'est d'arriver à maintenir ce qu'on a avec de l'amélioration continue, hein, sur cette démarche de certification. Et ce que l'on cherche à éviter, eh ben, c'est effectivement ce déclin. Voilà. Donc ça, c'était de vous donner un certain nombre d'informations ou en tous les cas sur le contexte pour dire finalement pourquoi changer, pourquoi essayer d'aborder les choses différemment et pourquoi lancé cette idée de précurseur de la nouvelle qualité. Alors, je vais arrêter le partage pour voir, pour peut-être se faire un moment de questions, de conversation en utilisant, donc je rappelle, c'est en bas à droite, hein, si vous avez des questions ou des réactions par rapport à ça. Donc voilà, on est une vingtaine hein, sur cette première conférence. Donc là, visiblement, tout le monde m'entend. J'ai des petits messages là-dessus, c'est impeccable. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Alors moi, je me fais ma petite postée. Hein,
OK. Bon, et ben les donc ce que pas de questions? Alors je continue mon alors je vais quand même prendre une petite question, de précaution. Est-ce que ça marche? Vous m'entendez bien? Pas de souci? Juste me mettre un petit OK, un petit pouce là, les réactions. Parfait pour moi, merci. Super, yes, top, yes, ouais, ouais, ben voilà, merci. Ah bah ouais, je me sens parce que voilà, je me sens moins seul. Merci, c'est super. Merci de vos réactions. Alors, parfait, très bien, merci. OK, super. Donc, je vais vous parler maintenant. Hop, on va continuer. Donc, je vais de nouveau vous partager mon écran et on va continuer donc sur le fait que je pense sincèrement qu'il y a une nouvelle façon de penser les choses. Alors, mon message, j'aime bien parler, il est parfois un peu ambigu parce que j'ai l'impression, ou je peux donner l'impression de critiquer l'ISO, 9001, j'entends, où je critiquais les systèmes de management alors que ce n'est pas du tout le cas. L'idée, c'est plutôt de se dire, pour moi, je pense que l'ISO est un superbe outil, c'est vraiment quelque chose qui permet de progresser. Seulement aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir une nouvelle posture, de nouvelles approches vis-à-vis de l'ISO. C'est-à-dire que c'est de faire de l'ISO finalement sans s'en rendre compte. Moi, sur cette diapo, ce que j'aimerais partager avec vous, euh, c'est un point qui me paraît important et c'est peut-être le point le plus important. Moi, je pense que depuis quelques années, en tous les cas, la qualité a fait une grave erreur, c'est qu'elle s'est trompée de client. Et ça, c'est un point clé. C'est-à-dire que moi, mon métier de conseil dans les organisations, je suis un peu parfois blasé ou fatigué depuis 25 ans d'entendre toujours la même chose, c'est que va penser l'auditeur externe de ce que l'on est en train de mettre en œuvre. Alors, ce point-là, c'est-à-dire que si je globalise ou je raisonne un petit peu différemment, c'est de se dire finalement, ce que je me rends compte, c'est que parfois, beaucoup de systèmes qualité sont conçus ou ont été conçus pour satisfaire un client qui est l'auditeur externe. Et bien ça, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur pour laquelle on paye le prix aujourd'hui. Je pense que beaucoup de systèmes qualité, ben franchement, si moi je fais preuve un peu d'empathie, si j'étais patron de l'entreprise dans laquelle je vois des systèmes qualité qui sont en place, et ben sincèrement, je ne les achèterais pas. Ce serait un truc qui serait parallèle à mon activité parce que ça ne me séduit pas. Parce que ce sont des systèmes qui parfois sont techniques, sont pas attractifs, sont pas sexy. Franchement, ça fait pas rêver. Mettez-vous simplement 5 minutes à la place d'un patron qui tous les matins se lève en se disant ben, aujourd'hui, moi, mes enjeux, et dans le contexte actuel, c'est encore plus vrai, c'est de sauvegarder mes emplois, c'est de créer de la valeur, c'est d'avoir des clients, c'est de faire en sorte qu'on se le développe. Ça, ce sont des vrais enjeux. Et quand je regarde le système qualité, ben, mon système qualité, il doit être en lien avec ces vrais enjeux. Et il doit vraiment être une contribution à ma stratégie, il doit me faire rêver, il doit me séduire. Et malheureusement, aujourd'hui, on trouve un décalage entre, pas toujours, hein, bien entendu, c'est le but de ce partage, mais on trouve parfois un décalage entre ces systèmes qualité qui sont conçus pour les auditeurs externes et les systèmes qualité qui ne sont pas conçus pour les patrons. Alors, aujourd'hui, j'entends souvent des managers qualité qui disent ouais, mais c'est pas forcément de ma faute, c'est mon patron. Ok, ça c'est vrai, parfois, il y a des directions qui sont complètement réfractaires à ce type de démarche et on ne pourra pas changer les choses. Mais parfois aussi, je me mets à la place du patron et je dis sincèrement, bah, ton système ne me fait pas rêver. Ton système, il est trop technique. Ton système, il n'est pas pour moi, il est pour les auditeurs. Donc, je n'adhère pas à ton truc. Une revue de direction, j'y participe parce que tu me le demandes et c'est obligatoire. Mais ta revue de direction, elle ne me fait pas rêver, elle n'apporte pas de valeur ajoutée. D'ailleurs, c'est pour ça que je te donne de moins en moins de temps. C'est pour ça qu'avant, tu avais une demi-journée, on est passé à 2h30, maintenant tu as 1 heure quoi, pour aller à l'essentiel, mais le truc, il ne me fait pas rêver. Donc aujourd'hui, ce qui me paraît vraiment important, c'est d'arriver à ce qu'une direction soit vraiment moteur et participe vraiment dans un système qualité. Alors,
Tout ça pour dire qu'il est important de rendre sexy, attractif les systèmes qualité. C'est l'enjeu essentiel et que le client d'un système qualité n'est pas, ce n'est pas votre organisme certificateur. Alors, je n'ai rien contre les organismes certificateurs parce que j'ai fait pendant plus de 10 ans des audits de certification, donc j'ai quand même un retour d'expérience. Je suis encore certifié auditeur. Donc là-dessus, il y a aucun tabou, hein. Je veux dire, il y a une déontologie à avoir, etc. Mais je pense qu'il faut travailler différemment avec les organismes certificateurs. Quand je vois ou quand j'entends des restitutions finales d'un audit qui a duré plusieurs semaines dans une organisation et qu'autour de cette table de restitution, il y a des grands patrons et que les auditeurs, je prends cet exemple, alors il est un peu simple, hein, mais embêtent une direction en disant bah, monsieur, c'est bien votre système, mais vous n'évaluez pas l'efficacité des actions d'entreprise. Sincèrement, il faut que la qualité sorte de ça, faut que la qualité sorte de ces paradigmes, parce que c'est en train de tuer des trucs, parce que là, il y a un patron qui est en train de te dire, mais ça, ton truc, c'est pas ma priorité, demain, je ne vais pas me lever pour ça. Donc, il est important de sortir de ce schéma-là pour faire des choses qui apportent de la valeur ajoutée. Un auditeur, c'est un partenaire. C'est quelqu'un qui doit vous accompagner, qui doit accompagner l'entreprise, parce qu'il y a des gens qui ont ces compétences, qui ont un super retour d'expérience. Mais franchement, ce ne sont pas vos clients. Ce ne sont vraiment pas vos clients internes. Donc, il faut changer de schéma. Il faut changer de schéma directeur. Il faut avoir une nouvelle approche. Alors, je vois que ça clignote. Il doit y avoir certainement des questions qui arrivent. Alors là, il y a des gens qui me disent qu'ils sont totalement d'accord avec ça. OK, merci. Et nous devrons mettre en cause, nous les auditeurs, merci. Et n'oublions pas que nous venons une fois par an et vraiment, et n'oublions pas que ce sont les patrons qui sont chez eux. Je suis entièrement d'accord. Alors là aussi, c'est toujours un bémol parce qu'il faut faire très attention à ce que l'on dit. Pourquoi? Parce que notre cerveau fonctionne en mode binaire. Notre cerveau fonctionne très souvent en disant c'est tout ou rien. C'est-à-dire que là, on passe du tout, mais par pitié, n'allons pas au rien. Ce que je veux dire par là, c'est que bien entendu, il faut prendre conscience qu'il y a des audits, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas lui vendre n'importe quoi, mais c'est du tout, c'est le client roi. Aujourd'hui, les auditeurs sont les clients rois. C'est ce schéma-là qu'il faut changer. C'est de se dire, non, c'est un partenaire. C'est un partenaire. Il va venir chez moi, on a fait un certain nombre de changements. Ces changements, ils ne sont pas totalement d'aplomb. Et ben, on va lui dire tout simplement au début, ben monsieur, là, on n'est pas très clair là-dessus, au lieu de vouloir maquiller et cacher la réalité. Donc, l'entreprise doit grandir, les auditeurs doivent également grandir. C'est tout un microcosme qui doit grandir. Mais il y a des moments où un auditeur aussi, il ne faut pas avoir peur de ça, il pourra vous mettre des écarts. Mais un écart, c'est quoi? C'est rien si cet écart est justifié. Si un auditeur vous met un écart pertinent, eh ben, je dis bravo, mais ne prenez pas comme une punition. J'ai encore, moi, des clients qui me disent oh là là, on a pris 3 écarts. Et alors, moi, je leur dis si ces écarts sont pertinents, c'est 3 occasions de progresser. C'est là tout le changement d'approche. Moi, j'ai fait des audits et je vois encore, mais c'est absurde, ça me met hors de moi. Comme on ne sait pas quoi mettre comme objectif à des managers qualité, on leur dit bah, ton objectif, ça arrive, hein, c'est du vécu ce que je vous dis, c'est pas inventé. Votre objectif, c'est d'avoir 0 non-conformité à l'audit de certification. Mais c'est une connerie monstre. 0 écart. Moi, j'ai fait des audits il y a quelques années où le manager que j'auditais, j'étais pour le compte d'un organisme certificateur, il avait comme objectif d'avoir 0 écart. Mais c'est absurde. Du coup, chaque fois que je mettais le doigt sur des choses pertinentes, il se défendait, mais il se défendait non pas dans une logique constructive, il se défendait parce que lui, il avait un objectif d'avoir 0 écart. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on a quelque chose qui est fabuleux, je pense, qui s'appelle l'ISO 9001, qui est fabuleux, mais il ne faut pas qu'on en fasse n'importe quoi. Il faut qu'on redevienne adulte, il faut qu'on sorte d'une relation parent-enfant, il faut qu'on fasse de quelque chose qui apporte de la valeur ajoutée dans les organisations et qui contribue à ça. Si on ne fait pas ça, la qualité est en danger. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Là, dans le contexte actuel, on va sortir de crise, j'espère très bientôt, mais à un moment donné, je l'ai vécu, hein, j'ai vécu la crise de 2008, j'ai même vécu la crise de 1994, donc je fais un petit peu
ancien combattant, mais je peux vous assurer qu'en sortie de crise, la question de se dire est-ce qu'on maintient la certification ou pas va de nouveau être mise sur la table, ou en tous les cas, il y a de fortes chances que cette certification, l'intérêt de la certification soit posé si elle n'apporte pas de valeur ajoutée à l'organisation. Alors, bonne question. Peut-on considérer l'auditeur parmi les parties intéressées? C'est une partie, non, moi je ne le mettrais pas, je le mettrais même pas comme une partie intéressée, parce que si on dit que c'est une partie intéressée, là on va faire un peu de la technique, on va dire quelles sont les exigences des parties intéressées, puis on rentre dans un schéma. C'est un partenaire qui doit contribuer, mais c'est pas quelqu'un qui influe vraiment sur l'entreprise. Donc moi je parlerais vraiment des parties intéressées qui sont vraiment en lien avec le business. Voilà, donc là, vous voyez que c'est un sujet sur lequel je peux facilement partir parce que je pense que vraiment le débat, il est important là-dessus. Il faut qu'on redonne, vie à cette qualité. Alors, sur les nouvelles façons de penser, alors j'en ai mis 8, il y aurait pu en avoir 7 ou 9, mais l'idée c'était de partager sur 8 nouvelles façons de penser et surtout d'agir. Alors, petite parenthèse, parce qu'il y a un point qui est aussi important et sur lequel moi je me suis beaucoup posé de questions, c'est cette notion de boîte à outils. On cherche tous des boîtes à outils et ça, moi le premier, donc là-dessus c'est un point clé. Donc c'est cette notion d'agir. La notion de boîte à outils, ça va vous permettre d'agir. Mais attention, attention. Si on ne fait pas un travail préalable de penser autrement, eh ben, je sais ce qui va se passer. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une démarche réflexive sur sa façon de penser, la boîte à outils, eh ben, elle ne va pas marcher. Elle ne marchera pas, et puis on dira bah, c'est l'outil qui n'est pas bon. Non, ce n'est pas l'outil, c'est qu'il faut penser autrement. Et penser autrement, c'est le début. C'est-à-dire que moi, c'est un travail que j'essaye de faire au quotidien. Pour faire cette préparation, cette conférence, je peux vous assurer que c'est un travail qui est important, c'est d'essayer de penser autrement. Présenter des outils, c'est simple, mais si ces outils qu'on présente ne sont pas inscrits dans une nouvelle façon de penser, eh ben ils seront éphémères, ça je peux vous le garantir. Et puis parce que la culture ne s'y prête pas, parce que votre culture personnelle ne s'y prête pas, et parce que la culture de l'entreprise ne s'y prête pas. Alors, sur ces 8 nouvelles façons de penser, j'en ai déjà parlé. La première, c'est d'avoir une organisation altruiste, c'est une organisation qui soit ouverte sur vos vraies parties intéressées. Alors hier, j'adore mes clients, ça c'est aucun doute, c'est d'avoir un système qualité qui soit branché sur la satisfaction des clients. Et là, il n'y a pas de quiproquo, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. Aujourd'hui, il faut avoir un système qualité qui soit branché sur l'ensemble des parties prenantes, et c'est-à-dire mais les vraies parties prenantes. Alors justement, là, je rejoins la question qui m'a été posée. C'est vrai, c'est pas forcément l'organisme certificateur, c'est pas la vraie. Non, les vrais, c'est qui? Vous le savez, vous les connaissez mieux que moi. Hein. La première, c'est les collaborateurs. Les collaborateurs, ça, c'est une vraie partie prenante. La deuxième, ce sont vos fournisseurs, ce sont les partenaires. Par exemple, être une organisation altruiste, ça veut dire qu'il faut passer d'une logique j'ai des fournisseurs stratégiques, j'ai des partenaires. On ne peut plus penser et gérer les achats comme avant en disant j'achète juste un prix. Ça, c'est ceux qui pensent que là-dessus, ils ont loupé une génération. Moi, aujourd'hui, dans mon travail, je ne cherche pas qu'un prix, je cherche des partenaires, je veux dire des gens qui vont m'aider à grandir. Je cherchais des gens qui contribuent à avoir cette performance, avoir des fournisseurs, d'avoir que des simples fournisseurs que j'essaye d'acheter un prix, ça c'est le siècle dernier, on ne peut pas vivre que de ça. Bien entendu, la notion de prix est importante, mais il faut passer d'une logique à j'ai des fournisseurs à une logique j'ai des partenaires. Il faut passer d'une logique à j'ai des collaborateurs à une logique j'ai vraiment des forces vives qui contribuent au développement de mon entreprise. Ça, c'est penser partie prenante. Alors, petit point là-dessus, moi je pensais que la qualité allait hériter de la RSE, l'ISO 26000, développement durable. Or, dans les faits, je m'aperçois que c'est en train de prendre de l'ampleur, mais aujourd'hui, la qualité n'a pas forcément hérité des démarches RSE, et ça me chagrine un peu. Ça me chagrine, mais finalement,
on peut se poser la question du pourquoi. Et ça rejoint un petit peu ce que j'évoquais précédemment, c'est que je pense que dans le regard de la direction, la qualité et j'allais dire le QSE hein, a plutôt un rôle opérationnel, un rôle terrain, un rôle normatif, un rôle réglementaire plutôt qu'un rôle stratégique. Et la RSE, elle est stratégique. Et là, il y a un décalage entre le terrain et la stratégie. Et si la qualité aujourd'hui est perçue avec un regard terrain et pas ce regard stratégique, on ne pensera pas à la qualité pour la RSE. Alors ça fera l'objet d'autres discussions, mais je pense que si on veut que la qualité perdure, il faut que la qualité s'oriente en utilisant l'ISO 9001 vers ces démarches RSE. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire penser vos systèmes de management de la qualité orientés clients, certes, mais orientés sur les autres parties prenantes. J'ai eu la chance pour un client en accompagnement euh, de faire un système qualité qui est quasiment peu orienté pour les clients externes. Pourquoi? Parce que lui, son problème, ce n'est pas les clients, ce sont les collaborateurs. C'est une société, c'est une SS2I. Aujourd'hui, lui, il sait que quand il embauche un de nos collaborateurs, il trouvera forcément des clients pour ce collaborateur. Donc lui, tout son système qualité, il n'est pas orienté vers le client, il est plutôt orienté vers les collaborateurs. Alors bien entendu, on a intégré les clients, mais l'idée, c'est simplement pour vous faire prendre conscience que demain, l'enjeu essentiel des systèmes de management de qualité, ça sera, je pense, aussi d'avoir des systèmes qui seront orientés sur les collaborateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, un responsable qualité, il doit savoir ce qu'est la marque employeur. Il doit savoir, il doit intégrer dans son système qualité le fait, avec les ressources humaines, mais qui sont en mesure d'attirer, de fidéliser des collaborateurs. Ça, ce sont tous des termes qui sont importants à prendre en compte dans le cadre des démarches qualité. Donc ça, c'est le premier principe, il faut avoir une organisation altruiste. Le deuxième principe qui me paraît important, c'est avoir des systèmes qualité simples. Alors, cette complexification, généralement, elle résulte de quoi? Elle résulte de la mise en place d'un système qualité. Quand on met en place un système qualité, et bien souvent, en se posant la question en se posant la question de l'audit externe, et ben, on imagine plein de choses. Il va nous poser ça, il va nous poser ci, etc. Et du coup, et ben, pour essayer de répondre à tout ça, et ben, on fait des choses qui sont compliquées. Aujourd'hui, ce qui a de la valeur pour moi et ce qui est fondamental, c'est de faire des choses simples. Il faut faire des choses simples. Et là, je prends deux exemples que moi j'aime bien. Le premier, c'est l'exemple de Google. Alors, pourquoi vous parlez de Google aujourd'hui? C'est simplement vous parler de Google parce que pour ceux qui ont vécu le lancement des moteurs de recherche, et j'en fais partie, à l'époque, il y avait on va dire deux grosses plateformes qui s'affrontaient. À l'époque, il y avait Yahoo et il y avait Google. Yahoo avait choisi un modèle en disant nous, on va mettre plein d'informations vis-à-vis des internautes, on va les informer. Donc, du coup, la page de Yahoo était très riche, il y avait de l'information de partout. Et puis, vous aviez une petite barre où là, c'était le moteur de recherche. Google, lui, non. Google, il a dit, moi, j'ai pas peur de la feuille blanche, j'ai pas peur du vide, j'ai pas peur d'aller à l'essentiel. Moi, ce que je veux, c'est juste une barre. Parce que l'internaute qui vient là, il veut juste une information, il veut saisir cette information. Et ce qui se cache derrière, et ben, c'est là que c'est complexe, c'est l'algorithme qui est complexe. Google n'a pas eu peur du simple et Google, aujourd'hui, est leader et a mis en place un modèle alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais en tous les cas, qui est leader sur son marché. Alors, si je vous parle de Google, et c'est pour vous dire, vous, manager qualité, est-ce que votre système de management de la qualité a cette notion de simplicité, cette notion qu'il soit facilement accessible, cette notion qu'il soit forcément agréable, intuitif. Autre exemple, hein, c'est Apple aussi que j'aime bien parce que j'étais un des premiers à acheter les Apple et quand je me souviens avoir ouvert ma boîte Apple, je me suis dit, ah, ils ont oublié quelque chose. Ils ont oublié quelque chose qui était important à l'époque, c'est la notice. Eh ben non, Apple a dit non. Steve Jobs, moi j'ai lu un certain nombre de livres sur lui et en tous les cas,
on aime ou on n'aime pas son management, je ne rentrerai pas là-dessus, ça c'est pas le sujet, mais en tous les cas, il avait une capacité, c'est une capacité de dire non. C'est-à-dire que quand ces ingénieurs venaient le voir en disant: «Mais on peut encore faire ci, on peut encore faire ça, on peut encore complexifier», lui, il avait la capacité de dire non. Il avait dire: «Oui, on sait qu'on peut, mais moi ce que je veux, c'est quelque chose qui reste intuitif, qui reste fonctionnel et qui reste facile d'usage». Et du coup, je vous invite aussi à faire la même chose sur vos systèmes qualité. Si vos systèmes qualité ont besoin de notices pour être lus, il y a un problème. S'il y a besoin d'un lexique, ça veut dire que vos systèmes ne sont pas orientés pour vos clients. Ils sont orientés sur votre auditeur externe. Ça veut dire que vous utilisez un langage compliqué, un langage qui est parfois même complexe et qui n'apporte pas forcément de la valeur ajoutée. Donc, je vous invite vraiment à avoir des systèmes qualité simples. Troisième principe, c'est vraiment d'avoir une organisation collaborative. Alors, la collaboration collaborative, ça veut dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, hier, on pensait très souvent de manière séquentielle, c'est-à-dire qu'il y en avait un qui pensait, qui faisait passer son idée à une autre personne qui enrichissait, etc. Ce principe-là, aujourd'hui, je pense qu'il faut être plutôt être dans une démarche coproductive. Ça veut dire qu'il faut travailler ensemble et en même temps et pas être dans une logique séquentielle, c'est-à-dire les uns après les autres. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre à co-travailler ensemble et co-rédiger ensemble et co-produire ensemble. Le co doit être le leader des modes de fonctionnement de demain. Si je prends un exemple simple de la rédaction d'une procédure, aujourd'hui, on est plutôt très souvent sur la partie gauche de ma diapo, c'est-à-dire qu'il y en a un qui fait et puis les autres corrigent ou incrémentent ou abondent. Non, il faut partager le document sur une source commune et chacun doit pouvoir réagir et je dois voir les commentaires des uns et des autres pour pouvoir coproduire en même temps. Il faut avoir une production sociale du document, il faut être dans une logique collaborative. Donc 2 points là-dessus. Aujourd'hui, ça veut dire que ça, il va falloir changer. Il va falloir changer Teams et SharePoint, par exemple, sont des outils. Alors, je ne suis pas là pour faire la promotion des outils, mais aujourd'hui et surtout dans le contexte actuel, cette logique collaborative, elle va se répandre, elle se répandra de plus en plus. Ça veut dire que ça, vos systèmes qualité ne peuvent pas être à côté de ça. Quand je vois l'essor que prend Teams dans les organisations, il faut avoir créé des équipes, il faut que vous soyez leader dans ces phénomènes et il faut que vous preniez la place pour retrouver ce leadership dans cette nouvelle approche de traitement de l'information. Alors, quatrième principe, c'est aussi être branché vraiment sur l'expérimentation. Vous avez certainement connu la qualité d'hier, et moi j'étais dedans, donc je me reconnais parfaitement, où on avait un PDCA très lourd parce que l'idée euh, c'était de se dire ah, quand je vais produire un truc, et ben, mon truc il sera parfait. Et pour que ça soit parfait, je vais prendre du temps. Donc, je vais mettre en place des groupes de travail et on va plancher, on va réfléchir, on va prendre en compte tous les cas. Mais quand on va lancer notre système sur le terrain, là, ça sera le top, il sera parfait, il sera tip top. Donc, ça voulait dire quoi la qualité d'hier, moi, je sais pas, moi, on me disait, la qualité, c'est faire bien du premier coup. Oui, alors bien entendu, dans certains contextes, cet objectif est primordial, mais on ne peut pas le reproduire de partout. On ne peut pas le reproduire partout parce que si on tient ce paradigme comme quelque chose d'immuable, eh ben, on entraîne de la lourdeur. On entraîne de la lourdeur. Il faut très rapidement passer à l'expérimentation. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être dans une logique d'idéation. C'est des termes que vous devez connaître. Il faut faire du test and learn, c'est-à-dire que hier, je passais beaucoup de temps et puis finalement, une fois que j'avais fini mon plan, je mettais sur le terrain et ça y est, les gars, le groupe de travail est terminé, c'est sur le terrain, on arrête et puis on reviendra sur le truc dans 2 ou 3 ans. Non, ça c'est fini. Il faut mieux se donner moins de temps sur la réflexion, avoir un plan beaucoup plus court, beaucoup plus simple, mais tout de suite tester, observer et faire tourner. C'est-à-dire que là, il faut être dans l'agilité, c'est ça, c'est faire des sauts de puce agiles à fréquence rapprochée plutôt que euh, passer un temps énorme sur le plan et d'être dans une logique de perfection. Alors ça, effectivement, c'est un vrai changement culturel.
c'est un vrai changement culturel et qui repose sur quelque chose aussi qu'il ne faut pas avoir peur, c'est la peur de l'échec. C'est parce que vous allez, avec ce modèle-là, ben, tenter des choses qui ne vont pas fonctionner. Mais je dirais, au moins vous avez tenté, au moins vous avez expérimenté. Voilà. Donc ça veut dire que c'est vraiment tout un changement culturel. Il faut oser le changement, il faut oser faire des choses nouvelles pour être beaucoup plus agile. Alors, cinquième principe, cinquième principe, c'est penser digital. Alors là, j'en ai déjà parlé, hein. Hier, c'était vraiment le monde de l'informatisation, c'est-à-dire un monde Word, PowerPoint, Excel. Tout ça, ce sont des fabuleux outils, hein, je ne remets pas, mais ça sera plus suffisant. Le mail, le CRM, le RP sont des bons outils, mais ça sera plus suffisant. Va falloir passer du monde de l'informatisation au monde de la digitalisation avec des nouveaux outils comme j'en ai parlé, SharePoint, Trello, Teams, pardon, mais aussi avec des outils comme Trello, comme Slack, comme Asana, comme Yammer. Il y en a des dizaines et il y en a des centaines là-dessus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que hier, on avait des problèmes que l'on ne savait pas traiter avec les outils d'hier. Il y en a plein. Il y a plein de problèmes parce que il y a un tel flux d'informations, il y a un tel flux d'échanges que les outils d'hier sont dépassés. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, un manager qualité, il doit être capable d'être force de proposition pour traiter les problèmes d'aujourd'hui avec les solutions d'aujourd'hui. Je vais prendre juste un exemple. Un exemple sur, par exemple, les entretiens. Allez, on va prendre des entretiens individuels ou le suivi de la formation. Tout ça, suivre toutes ces données dans des entreprises importantes avec des fichiers Excel, ça paraît l'air de la préhistoire. Aujourd'hui, vous avez des solutions partagées, digitales, qui vous permettent de préparer votre entretien, d'être sur une plateforme que les RH a exactement à tout moment où on en est, d'avoir des invitations automatiques, d'avoir des notifications. Ça, c'est l'ère de la digitalisation. Aujourd'hui, gérer des plans d'action avec des fichiers Excel, ça, c'est de l'ère de l'informatisation. Aujourd'hui, il faut avoir des solutions modernes, il faut passer dans l'ère de la digitalisation. Trello est un superbe outil, mais il y en a plein d'autres. Par contre, comme je le disais précédemment, j'ai vécu des sociétés qui disent oh, j'ai testé Trello, c'est pas terrible, ou d'autres solutions. Mais ils ont testé sans changer leur état d'esprit. Si vous faites des choses sans changer votre culture, votre façon d'aborder les choses, vous direz que les outils sont nuls. Mais ce n'est pas l'outil qui est nul, c'est parce que vous n'avez pas pris suffisamment de recul pour faire les choses différemment. Alors, il va falloir passer vraiment dans ces autres approches, et ça veut dire que là, c'est un vrai enjeu important. Je continue parce que je vois que le temps passe. Autre point, il va falloir aussi passer dans un point qui est pour moi quelque chose de fondamental au niveau de la qualité, c'est de passer d'une logique, je rédige des documents, ça c'était hier, et aujourd'hui c'est que je crée des contenus, c'est-à-dire qu'en marketing, on parle de création de contenu. Alors vous me direz, oui, la norme en parle. Alors, il y a eu pas mal de débats quand la 2015 est sortie sur les informations documentées, mais ça, c'est de la théorie. Moi, la pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la vraie question, c'est de se dire, pour un manager qualité, j'ai un message à faire passer. J'ai ce message qui est à faire passer. Quel est l'outil que j'utilise pour faire passer ce message? Est-ce que c'est une procédure écrite? Oui, ça peut être ça. Est-ce que c'est une instruction? Oui, ça peut être ça. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Ça veut dire que demain, ça sera quoi? Ça sera peut-être une vidéo, parce que la vidéo sera un support qui sera hyper important. Ça sera peut-être une infographie, parce que c'est un support qui est encore important. Ça sera peut-être juste un point clé, et ça, on pourra en parler plus tard. C'est aussi comment je gère les connaissances. Par exemple, il y a plein de connaissances et knowledge management, la norme l'a intégré avec les connaissances organisationnelles, mais sincèrement, les entreprises ne savent pas comment faire de manière très concrète dans l'organisation pour, euh, pour mettre en œuvre ça. Mais ça, c'est un vrai enjeu. C'est comment j'arrive à gérer toutes ces connaissances dans une entreprise. Donc là, il y a un vrai enjeu, c'est de se dire comment je passe je rédige des documents à je crée du contenu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le manager qualité doit évoluer là-dessus aussi. Il doit proposer des outils modernes avec un seul objectif, c'est qu'il doit faire passer un message de manière structurelle et il doit s'assurer que le support qu'il utilise pour faire passer ce message soit le bon. Donc, passons d'une logique je rédige des documents à une logique je crée du contenu. Septième et avant-dernier principe, c'est également d'arriver à traiter les irritants et de mettre en place des vraies démarches de problèmes.
Aujourd'hui, souvent dans les organisations, le problème est une contrainte à gérer alors qu'il faut qu'il devienne une opportunité de progrès. Là, je m'inspire et là, je vais vraiment chercher de la matière dans les entreprises et les entreprises qui ont mis en place des démarches Lean. Dans le Lean, le problème, c'est pas l'arrivée d'un problème, c'est pas une difficulté, on sait le traiter parce que l'organisation a été conçue comme ça. Aujourd'hui, la notion dans les normes ISO d'avoir les non-conformités et les actions correctives, c'est pas du tout suffisant. Il faut que dans vos systèmes qualité, que la résolution de problèmes, ça devienne une priorité. Il faut utiliser des outils modernes, le 8D, le A3, mais ça, ce sont que des outils. Il faut qu'il y ait tout un enchaînement, une culture, une démarche qui permettent de traiter rapidement ces problèmes. Il ne faut pas les laisser mûrir, il faut les traiter dès qu'ils arrivent. Et ça, c'est toute une culture. Les entreprises qui avancent vite, c'est des entreprises qui savent traiter rapidement les problèmes. Je parlais tout à l'heure de mon PDCA avec l'expérimentation qui doit être très rapide. Moi, j'ai l'occasion de travailler avec des éditeurs informatiques et qui sont en mode un peu justement développement de solutions très rapides. Eux, ils ont un atout, c'est qu'ils vont très vite en développement. Et dès qu'on leur donne un problème ou dès qu'on leur met en avant une difficulté, ils savent le traiter rapidement. Ils ne mettent pas ça forcément dans un plan à 3 ans. Le lendemain, ça sera traité, le bug sera corrigé. Il faut s'inspirer. Je pense que, ça, j'en ai pas encore parlé, mais aujourd'hui, pour moi, dans les organisations, il y a une direction pour les grandes entreprises qui avancent très vite, c'est la direction des systèmes d'information. Quand ces entreprises ont des développeurs, je peux vous assurer que c'est une population qui est dynamique, qui est jeune, qui utilise des outils qui est vraiment intéressant. Donc, manager qualité, si vous avez ça, inspirez-vous de ce qu'ils font là, parce que généralement, c'est des gens qui inventent très rapidement. Et enfin, dernier principe, c'est d'avoir une organisation agile. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi passer d'une logique je n'en peux plus, je croule sous les actions, à une logique je maîtrise mon flux d'action. Et ça, c'est super compliqué. Je crois qu'hier, c'était la journée, par exemple, la journée mondiale de la procrastination. Il faut arrêter de procrastiner. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent oh, bah, tiens, j'ai un truc à faire et qui parfois tiennent à jour des listes de tâches où le temps pour noter la tâche est quasiment aussi long que de faire la tâche en tant que telle. Il y a des entreprises qui disent dès qu'ils voient passer une action, hop, je sors mon fichier Excel et j'alimente mon fichier action. Ça, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible aussi, je pense, de dire, bah, tiens, il y a des actions, alors que je vais noter en 3 niveaux. Niveau A, c'est super prioritaire. Niveau B, c'est prioritaire. Et niveau C, c'est bon, c'est pas essentiel. Sincèrement, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, les entreprises ont le temps de mettre en place des actions qui sont au niveau C? Ça ne sert à rien de prendre du temps et de se prendre la tête à dire c'est du A, B, C. Non, les entreprises n'ont le temps de faire que du A. Et c'est important d'avoir des régulateurs, de se dire aujourd'hui, maîtriser son flux d'action, c'est-à-dire c'est de faire les choses essentielles. C'est de faire les choses essentielles, c'est-à-dire celles qui sont nécessaires au fonctionnement, à l'efficacité, à la performance d'une entreprise. Quand je vois moi, des actions qui datent, vous savez, dans les fichiers Excel, là, il y a des trucs qui datent et qu'on repasse chaque année, qui datent de 2015 ou 2016. Mais je me dis, ton truc là, est-ce qu'il est encore important? Et chaque année, on passe un temps fou, je vois ça de temps en temps dans les revues de direction, à se dire, tiens, il y avait un truc qui date de 2015 et qu'on n'ose pas abandonner. Un point qui est important, je pense, c'est vraiment de se dire, votre action, là, votre action, il y a un moment donné, il faut savoir la tuer. C'est-à-dire, je l'ai enregistrée, aujourd'hui, elle est plus intéressante. On la tue, je l'abandonne, je l'arrête. Il faut savoir faire du 5S de l'action, quoi. Il n'y a, il y a, il y a, il y a, il y a pas de honte. Il n'y a pas eu de honte à ça. Il faut avoir un courage pour dire d'arrêter. Voilà un petit peu les 8 principes que je voulais vous présenter. Ces 8 principes, alors c'est surtout l'idée, c'est de se dire, c'est de penser autrement, c'est de voir les choses différemment, c'est de voir les choses un petit peu directement et différemment. Alors, j'ai prévu un peu 5 minutes là d'échange, hein, 2-3 minutes avant de passer à d'autres sujets.
Donc, je vais essayer de reprendre des éléments qui m'ont été présentés. Donc, je vais arrêter le partage, je vais me remettre voilà, sous cette forme-là. Les questions, hop. Oui, alors il y a Arwan également qui pose la question. C'est tout le problème aussi des audits internes hein, réalisés. Effectivement, et ça, c'est une bonne remarque, c'est effectivement vos auditeurs internes font des audits et puis continuent à dire ah ben tiens, ici là, ce que tu fais, super, mais par contre, tu n'as pas de procédure à me donner pour me dire là-dessus, donc je te mets un écart. Ton truc, il est super bien fait, hein, il est bien fait, ça, je te félicite, mais par contre, je te mets un écart parce qu'il n'y a pas de procédure. Ça, c'est pareil, il va falloir changer d'état d'esprit. On ne met pas un écart parce qu'il n'y a pas de procédure, on met un écart parce que ce n'est pas maîtrisé. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, il va falloir, excusez-moi l'expression, mais un peu mouiller le maillot, quoi, transpirer pour sortir du truc. Je te mets un écart simplement parce que ce n'est pas écrit. Ok, ben je vois qu'il y a des gens qui ont développé des SharePoint en temps réel. Ok. Bon, là, hop, merci Gwenaël sur les très intéressant sur ces 8 idées. Je voudrais connaître les avantages de l'utilisation de la digitalisation dans la qualité. Alors, ça, effectivement, ça c'est un point qui est intéressant, c'est la digitalisation. C'est de se dire euh, quelle est la place de la qualité dans la digitalisation? On pourrait très bien se dire, bah, ça, c'est pas notre rôle, hein, nous, ça, c'est la DSI. Bah, là, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir parce que la DSI a une approche métier qui est très intéressante, c'est-à-dire, c'est de se dire, est-ce que la solution, elle est, en termes de risque, elle est bien adaptée? Est-ce qu'en termes d'infrastructure, elle répond? Oui. Mais ce qu'ils n'ont pas, eux, c'est de se dire, finalement, quels sont les outils métiers qui peuvent exister, quelles sont les solutions qui peuvent exister. Par exemple, je vais prendre un exemple très simple, le management de projet. Aujourd'hui, il y a des outils fabuleux qui permettent de manager les projets, non pas dans l'ère de la préhistoire avec Excel, mais avec des approches, des plateformes collaboratives. Il y a des trucs qui sont vraiment qui sont modernes, quoi. Bah, qui s'occupe de ça? Est-ce que c'est la DSI qui va dire non, elle n'aura pas cette compétence? Donc, il y a une place à prendre. Et pour que la qualité retrouve son leadership, eh ben là, la digitalisation, il y a une vraie place à prendre sur ce sujet. En tous les cas, euh, j'ai prévu, alors je vais vous parler de la suite après, mais j'ai prévu de faire une visio sur ce thème-là, si ça vous intéresse. Est-ce qu'il y a encore deux, trois remarques? Alors, effectivement, la société de ski, donc là, c'est une démarche de traitement des irritants. OK, ben, le traitement des irritants, c'est effectivement ça, c'est vraiment en lien avec la QIT. Ça, c'est un point important. Merci Frédéric. OK. Est-ce qu'il y a de nouveaux messages? Je suis entièrement. Merci Yuri. Merci Yuri. Effectivement, c'est très facile à mettre en œuvre dans les nouvelles organisations. Je te rejoins parce qu'il n'y a pas le poids du passé. Dans les anciennes organisations, il va falloir changer les choses, c'est-à-dire qu'il y a un nouvel état d'esprit à créer. Et c'est sûr que là, pour faire ça, il faut avoir j'allais dire, un ordre de mission de la direction qui va dire OK, go, on y va. Et là, il faut vraiment engager un projet de transformation. Donc ça, j'ai prévu également de le traiter dans une autre visio, mais la remarque est intéressante. C'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre dans les anciennes organisations que dans les nouvelles organisations. OK. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non, alors je vais continuer. Hop, on en était là. Je vais repartager mon écran. Voilà. Voilà, donc c'est un peu l'idée aussi, c'est parfois il ne suffit pas de faire mieux, il faut faire autrement. Alors, j'aime bien cette phrase. Pourquoi? Parce que la qualité, elle est dans une logique de l'amélioration continue et c'est très bien, je ne dénigre pas ça, mais si on n'est que dans l'amélioration continue, on fait mieux. On fait mieux chaque fois, mais je pense qu'il y a des moments, il faut faire autrement. Et faire autrement, pour moi, ça envoie l'idée de l'innovation. Ça veut dire que si on garde la même façon de penser, on reproduira forcément les mêmes effets. Donc, ce qui est important, c'est de penser différemment et de faire différemment. Alors, pas surtout, bien entendu, mais qu'il faut avoir cette petite dose d'innovation, de créativité. Voilà. Hop,
Alors, l'after après de cette première visio. Alors l'idée de ce projet, je fais vite faire la genèse, j'avais ça en tête depuis pas mal de temps et le contexte fait que ben, je me suis dit c'est le moment de le lancer. Donc c'est le moment de le lancer parce que on a tous du temps qui nous est entre guillemets offert. En tous les cas, on n'a pas le choix. Et je me dis, ben, c'est le moment de lancer, se lancer quelque chose. Alors, sur la suite. Donc, je vais vous parler à peu près juste de l'ouvrage, hein. Donc, parmi vous, il y en a un certain nombre déjà qui ont commandé l'ouvrage et je vous en remercie. Je vous fais juste un point. L'ouvrage, pour le moment, il est bloqué. Je ne sais pas où. On fait des recherches à la poste du fait du contexte. Hein, ça fait depuis je crois depuis, là, je vous ai mis depuis le 18 mars, il est bloqué. Hein. Donc, on espère que la Poste va nous le livrer très, très rapidement. En tous les cas, dès que l'ouvrage, le jour où il sera livré, on fera la préparation de commande et il partira le jour même. Donc, ce jour-là, je vais clôturer les précommandes sur le site de Ulule. Je vais en parler après. Sur les démarches d'après, sur les précurseurs de la nouvelle qualité, en marketing, on parle de persona. Donc moi, la première chose que j'aimerais savoir et que je vais essayer de définir, c'est de dire finalement les précurseurs de la qualité, c'est-à-dire ceux qui pensent différemment. Je ne sais pas combien aujourd'hui vous êtes, hein, parce que je vous dis vous, si vous êtes là aujourd'hui, en tous les cas, je pense que vous pensez comme ça. L'idée, c'est de se dire, bah, vous êtes qui? Homme, femme, combien d'années d'expérience professionnelle, dans quel secteur d'activité vous êtes. Je ne vais pas mettre 50 questions, mais je veux simplement dire le persona, le précurseur de la nouvelle qualité, c'est qui. Donc, dès qu'on aura reçu les livres, tous ceux qui ont racheté les livres, je leur demanderai c'est simplement sur 5 questions, je vous promets, il n'y aura pas plus de 5 minutes, mais c'est de se dire, c'est qui finalement ce persona pour voir si vous vous reconnaissez. Pour moi, le précurseur de la nouvelle qualité, j'enlève tout de suite un truc qui paraît très simple, c'est de dire, de raisonner par rapport à l'âge. Non. Je pense qu'il y a des jeunes qui sont vieux dans leur tête et qu'il y a des vieux qui, entre guillemets, qui sont jeunes dans leur tête. Ce n'est pas du tout une question d'âge. Les précurseurs de la nouvelle qualité, c'est ceux qui ont envie d'avancer, c'est ceux qui ont envie de voir les choses autrement et c'est ceux qui ont cette capacité de se dire waouh, là on va y aller, on va faire les choses différemment et qui ont encore cette motivation. Ensuite, ce que j'aimerais faire, c'est créer un réseau social privé pour échanger, pour pas que ça soit qu'un effet feu de paille. Ce réseau social privé, je vais vous demander. Alors, j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup regardé. Il y en a deux. Hein. Il y en a un qui est plus intuitif, qui est beaucoup plus collaboratif, c'est Facebook, mais tout le monde n'a pas de compte, donc ça, je vous demanderai. Et l'autre, c'est LinkedIn. LinkedIn qui est un peu plus, on va dire, feutré, un peu moins formel. Bon. Après, moi, je ferai simplement, mais on aura un réseau social, c'est-à-dire que rentrons dans ce réseau social ceux qui partagent les valeurs de la nouvelle qualité. L'idée, c'est que je comprends qu'il y en a qui ne partagent pas ces valeurs et je n'ai pas envie forcément de les convaincre. Ce n'est pas mon rôle, mais s'il y en a qui sont motivés, ben, ils nous rejoignent. Ceux qui ne sont pas motivés, ce que je ne veux pas dans ce réseau social, et là je serai vraiment vigilant, sincèrement, après quelques années d'expérience, je ne veux pas m'embêter avec des gens qui ne sont pas dans la bienveillance, pas des gens qui pensent qu'à critiquer, qu'à dire, qu'à être… Non, ces gens-là, sincèrement, il n'y en aura pas besoin dans ce réseau social parce que ça pollue plus que ça apporte, du progrès. Donc, l'idée de ce réseau social, c'est de travailler en bienveillance. Alors, d'avoir des idées, d'avoir des débats de 100% d'accord, mais d'être dans la critique et d'être dans cette approche-là, je dis non. Pendant tout le confinement, je vous propose tous les mardis matin, 8h30, 9h30, de faire une visio live sur un thème, un thème du livre pour qu'on continue à en changer. Et après, on échangera, via le réseau social. Voilà. Donc tout ça pour dire, et je vais en terminer là-dessus, de quoi bientôt, tout ça pour dire, hop, attendez voir, voilà. Voilà. Donc, toutes les idées que je vous propose, hein, je fais un petit peu la publicité, mais toutes ces idées, je les ai mises dans un bouquin qui s'appelle « Moi, manager qualité, acteur du changement ». J'ai mis beaucoup de temps à l'écrire parce que j'avais envie de faire quelque chose d'innovant, quelque chose d'un petit peu différent. Et ce bouquin, ben, voilà, moi, j'ai la chance d'avoir le proto, donc il est là.
C'est le proto qu'on a validé début mars. Aujourd'hui, il y a une précommande de 250 exemplaires qui a été lancée. On en a vendu 74 à ce jour aujourd'hui et sincèrement, je suis super content. 74, ça peut paraître peu, mais 74 dans la communauté qualité, c'est déjà beaucoup parce que c'est 74 en moins de 3 semaines. Et je pense que là, c'est vraiment une belle performance et je vous en remercie. Alors, j'ai choisi de vendre ce livre avec une plateforme qui s'appelle Ulule. C'est une plateforme de crowdfunding, c'est-à-dire que l'idée, c'est de partager vraiment ce projet. Et grâce à la vente de ces bouquins, ben moi, j'ai pu passer ma précommande de 250 bouquins où je vais encore financer. Mais en tous les cas, c'est vraiment une idée de partage. Et sincèrement, vous verrez que dans ce livre, je raconte, c'est du storytelling, c'est-à-dire que je raconte beaucoup d'histoires en me mettant à la place de manager qualité et c'est que des situations vécues. Donc, ce n'est pas un ouvrage sur voilà ce qu'il faut faire, je suis le sachant, c'est plutôt voilà mes réflexions du moment. Alors, merci. Donc, ce que je vous propose, c'est la prochaine visio live. Elle aura lieu le 31 mars de 9h30 à 10h30. Et là, le thème que j'aimerais traiter avec vous, c'est sur les compétences clés. Euh, sur les compétences clés un peu du manager. Donc là, moi, j'ai déjà prévu un peu une espèce de référentiel de compétences et d'essayer de changer autour de ça et de la transformation. Hop, alors, je vais arrêter le partage. Je me remets vite sur les questions-réponses. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a eu des commentaires? La version numérique du livre, elle sera disponible pas avant avril. Elle sera disponible, tout le livre sera disponible en avril sur Amazon, sur la Fnac et normalement en e-book. On est en train de traiter ça. Le titre de votre livre et comment le commander. Alors, le plus simple aujourd'hui, c'est soit aller sur le site internet Calinove et il y a un onglet Manager Qualité, ou alors sur la plateforme Ulule, U-L-U-L-E, sur lequel il y a un lien. Je ne l'ai pas là, hein, mais vous pouvez le commander. Je pense que dans la version, on parlera beaucoup. Oui, donc il y avait une question sur l'orientation collaborateur, j'en parlerai, je suis certain. Aujourd'hui, ce dont j'entends dans les entreprises, c'est du vécu, et ça j'adore cette phrase, ce n'est plus une entreprise qui choisit un collaborateur, c'est un collaborateur qui choisit l'entreprise dans laquelle il a envie de travailler. Et ça, c'est une vraie révolution. Tous ceux qui auront du talent, qui ont des compétences clés, c'est eux qui vont choisir les entreprises dans lesquelles ils vont travailler. Donc, qui vont le faire. Alors attendez, comme il y en a plusieurs qui me posent des questions, je vais faire juste, je vous demande 2 petites secondes, je vais faire une petite opération. Hop, je vais faire ça. Je vais me remettre là, hop, je vais me mettre là, là, là. Voilà, je vous ai mis l'adresse en bas là pour le commander. Merci Christelle, merci de ton soutien. Alors, ce que je vous propose pour se quitter, je suis désolé, j'ai pris 6 minutes de retard. On va faire un petit sondage. Je vais ouvrir le vote. Tout d'abord, ouvrir le vote. Voilà. Ce que je vous propose, c'est votre avis sur le projet de la création d'une communauté. Et le deuxième sondage, c'est votre avis sur la séance du jour. Donc, je pense que ça doit apparaître, du moins je l'espère. Ouais, super. Super. Ah bon, ok. Alors là, on est sur la première question. Voilà, donc pour le moment, j'ai 15 votants sur 20. S'il en reste encore, c'est super. Alors, on me demande des questions. Je vais laisser mardi 31. Super. Il ne m'en reste plus qu'une personne. OK. Et donc là, alors je vais essayer. Alors là, j'avoue que je vais mettre fin au vote. J'espère que ça ne va pas arrêter. Là, je vais découvrir. Ah ouais, si vous passez au deuxième, super, tout le monde a voté. Est-ce que vous pouvez passer sur le deuxième vote, votre avis sur la séance du jour? Donc, je vois qu'il y en a qui. OK, super. Donc là, on est pareil. Beaucoup de gens ont voté.
Alors, Héloïse, les visio live, j'ai fait l'enregistrement. Je suis dans l'expérimentation, donc j'espère que ça a marché. Je vais réfléchir effectivement sur le fait de pouvoir la partager. Je n'ai pas la réponse, mais si tout a bien fonctionné, je suis vraiment dans le modèle de l'expérimentation. Donc, j'ai pris le risque, il se peut qu'il y ait des erreurs, mais normalement, c'est possible, hein, j'avais prévu de l'enregistrer. Chanaise, peut-on avoir un webinaire sur le lean management versus la qualité? Je vais parler du lean. Tout le message que je donnerai, c'est effectivement, c'est des messages, je m'inspire beaucoup du lean, non pas en termes d'outils, mais en termes plutôt de culture. C'est vraiment moi ma source d'inspiration. J'ai deux sources d'inspiration, c'est le lean et la RSE. Ok, donc je vais mettre fin au sondage. Je crois que vous devez pouvoir voir le vote si tout se passe bien. Voilà, partagez les résultats. Voilà. Bon, ben, merci, hein, merci pour ça. Merci pour votre avis. Merci pour votre participation. J'espère que cette première visio vous a intéressé. On était 20 aujourd'hui, donc très fort taux de participation par rapport au nombre d'inscrits. Voilà, bah, c'est un moment important, c'est un moment de partage et c'est un moment de se dire on a le temps de la réflexion. Euh, Essayons de mettre à profit ce temps de la réflexion parce que c'est le moment de faire les choses différemment et de partager de ces moments. Et puis, je pense qu'en période de confinement, il faut continuer à communiquer, il faut communiquer à échanger, il faut communiquer à se donner de l'énergie ensemble. On n'a pas une énergie tout seul dans son coin. Il faut venir chercher de l'énergie. J'espère que en tous les cas, je vous aurais donné un petit peu d'énergie, mais en tous les cas, ce qui est certain, et moi je vous en remercie, vous m'en avez donné. Et bah, c'était en tous les cas un super moment avec une forme un peu différente de communication, mais ça, ça s'apprend aussi en fin de conférence. Et bien, écoutez, moi, c'était super. Je vous remercie. Je voulais juste faire si vous avez l'occasion, je vous invite à écouter la Calogero sur. Ils viennent publier une musique sur la période qu'on partage et c'est top. Voilà. Et bon, donc, je vous invite, et encore merci beaucoup. Merci de votre présence. Et puis surtout, prenez soin de vous. Et à très bientôt. Et j'espère à la semaine prochaine. Sur notre site internet Calinov, on a fait une page spéciale Covid-19. Et vous pouvez vous inscrire pour la semaine prochaine. Plus on sera nombreux, plus eh ben, ça sera intéressant. On crée quelque chose ensemble. Et j'espère qu'on ira loin sur ce projet. Mais en tout cas, encore merci de votre soutien et à mardi, je l'espère, et portez-vous bien d'ici là. Merci à tous. Bonne journée, bon confinement et à très bientôt. On a dit aux enfants des mots qui rassurent. C'était comme une aventure.